la présentation. Alors, je vais faire la présentation à la place de Patrick qui donc ne pouvait pas être là. Et donc remercier Amandine Gagnon-Brunon de participer à ce séminaire. Amandine, moi, je te laisserai te présenter comme ça, tu pourras mettre en avant les éléments qui te paraissent les plus pertinents. Et pour un sociologue, c'est toujours un peu compliqué de présenter quelqu'un, notamment comme toi, qui a en fait un parcours avec des disciplines qui me paraissent un peu différentes, mais qui montrent clairement que je suis pas aussi au fait que je le voudrais comment dire, des frontières et de leur porosité. Pour moi, comment dire, c'est moins risqué de te laisser te présenter. En tout cas, je voudrais juste dire qu'Amandine a notamment beaucoup travaillé à la fois sur l'hésitation vaccinale, la perception des obligations vaccinales et la participation aux essais cliniques vaccinaux. Elle nous fera une présentation sur les vaccinations durant la grossesse. Je te passe la parole, Amandine, pour une présentation entre 30 et 40 minutes. Et ensuite, voilà, on lancera la discussion. Amandine. Ok, merci. Merci beaucoup, Jérémy. En tout cas, merci à Patrick, Jérémy et Pierre de m'avoir invité à vous parler pour le réseau SHS et vaccination durant la grossesse. Alors, effectivement, hein, moi, je suis aussi membre du réseau, mais vous ne me voyez pas forcément très souvent au webinaire puisque je suis infectiologue, clinicienne avec donc une charge de soins, investigateur clinique dans un centre d'investigation clinique dédié à la vaccinologie au CHU de Saint-Étienne et également chercheuse dans une équipe de recherche plus fondamentale, mais où j'ai quand même un petit peu moins d'activité. C'est là que j'y ai fait plutôt ma thèse de sciences et des travaux ensuite, qui s'appelle le groupe Immunité des muqueuses et agents pathogènes, qui est membre du Centre international de recherche en infectiologie. Et depuis quelques années maintenant, on a une chaire universitaire à l'université Jean Monnet à Saint-Étienne qui s'appelle Présage, Prévention en santé globale, dont l'une des chaires, parce que c'est un institut, Présage, l'une des chaires s'appelle Prévaxi et est dirigée par Elisabeth Beauté-Honover sur la prévention, la vaccination et le contrôle de l'infection. Donc on a, on va dire, une culture de la prévention à Saint-Étienne qui est importante et c'est la raison pour laquelle vraiment on s'attache à faire ce lien entre finalement les soins, la prévention et aussi un peu les sciences humaines, même si on n'a absolument pas l'ambition ni l'idée qu'on fasse de nous des humanistes. En fait, on a notre regard un peu médical, ce qui fait que ça nous permet d'avoir des débats et des échanges très fructueux avec notamment Jérémy par le passé avec des travaux de recherche communs. Alors, je vais essayer de vous expliquer pourquoi et très rapidement on vaccine les femmes enceintes, parce que ça tombe pas forcément sous le sens et surtout il y a probablement un changement de paradigme assez récent. On ne touchait pas trop aux femmes enceintes en termes de vaccination. Je vous rappelle même qu'on leur dit de prendre le moins de médicaments possible et on verra peut-être un peu pourquoi. Donc ça a un petit peu changé et notamment avec des recos actuels qui montrent qu'au cours de la grossesse, on va faire au moins 3 vaccins et on va revenir un petit peu pourquoi. Ensuite, on va voir un peu le décalage entre les intentions de vaccination chez les femmes enceintes et les couvertures vaccinales effectives. Et puis, pourquoi l'hésitation vaccinale et grossesse, c'est quelque chose de spécifique? Et quel est le rôle des professionnels de santé dans cette dynamique? Et est-ce qu'il y a des moyens qui nous permettent d'augmenter les couvertures vaccinales chez les femmes enceintes? Alors, je m'intéresse peut-être aux femmes enceintes parce que je trouve que l'approche est très intéressante et notamment pourquoi on vaccine en fait les femmes enceintes. Premièrement, parce que il y a des pathologies comme la grippe et le Covid dont le pronostic et bien aggravé chez la femme enceinte en soi. Alors, ce serait vraiment réducteur que de dire que la femme enceinte est une immunodéprimée, puisque finalement, elle reçoit une greffe pendant 9 mois. C'est pas tout à fait ça. L'immunologie de la femme enceinte est extrêmement complexe, avec effectivement une nécessité d'une forme de tolérance, mais également la nécessité aussi d'hyperactivation immunitaire pour d'autres phases de la grossesse. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que le surrisque de grippe grave chez la femme enceinte, il y a beaucoup d'études qui s'y sont intéressées, mais il n'y a pas vraiment finalement de données très claires. Mais ce qui est certain, c'est qu'effectivement, on se souviendra des premiers temps de la Covid-19 par un pronostic extrêmement sombre du Covid-19 chez les femmes enceintes. Il faut aussi réfléchir à la vaccination des futures mamans, non pas uniquement comme étant la vaccination au cours de la grossesse, mais aussi comme un moyen de prévenir des transmissions de virus, notamment des transmissions materno-fétales, pour éviter des anomalies congénitales chez le nouveau-né, et notamment c'est le cas pour la rubéole et la varicelle, mais qui seront faits avant la grossesse, donc plutôt chez les femmes en âge de procréer. Enfin, comme elle a un système immunitaire particulièrement performant, même s'il doit tolérer le nourrisson,
la femme enceinte va être une bonne répondeuse à la vaccination et en fait, elle va produire beaucoup d'anticorps qu'elle va pouvoir transmettre par transfert passif au nouveau-né. Et en fait, la vaccination de la femme enceinte va permettre de protéger le nouveau-né, notamment c'est le cas de la coqueluche, du VRS et également on vaccine les femmes enceintes, enfin le tétanos dans les pays à ressources limitées est aussi une problématique chez les nouveau-nés puisqu'il y a une contamination à ce moment-là et en vaccinant les femmes enceintes, on réduit ce risque. Donc, très clairement, la vaccination des futures mamans, elle doit se considérer soit avant la grossesse, pour ce qui est des vaccins vivants atténués, soit pendant la grossesse, quand on veut avoir un taux d'anticorps maximal au moment de la naissance pour un super transfert d'anticorps passif au nourrisson, ou immédiatement après l'accouchement. Alors effectivement, donc les femmes enceintes, elles vont développer des anticorps, IgA, IgM et IgG, qui vont soit donc passer par ce transfert transplacentaire et qui va permettre de protéger le bébé. Mais il y a aussi une autre phase où ça peut être intéressant, c'est que chez les mamans allaitantes, il y a également un transfert des anticorps au moment notamment de l'allaitement. Alors, si on en revient un petit peu à cette thématique qui est la grippe et la grossesse, pour moi, il y a encore quelques mois, c'était assez évident qu'il y a un gros risque de grippe grave chez la femme enceinte. En tout cas, c'est ce qu'on m'avait toujours raconté et j'y avais cru, jusqu'à qu'on me demande de faire un topo à la Société européenne de maladies infectieuses et où j'ai refait les données de la littérature et où je suis un petit peu déçue. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que le risque de développer la grippe en période saisonnière, c'est de l'ordre de 1% par mois. Donc, globalement, les femmes enceintes qui accouchent au mois de février, elles vivent 3 mois de grossesse avec pendant la période d'épidémie saisonnière. Donc, c'est sûr qu'elles sont plus hospitalisées que les femmes non enceintes. Après, on ne peut pas écarter un biais de surprotection de ces femmes enceintes dans le contexte de la grossesse, ce qui fait qu'on n'est pas certain que ce soit parce qu'elles présentent plus de grippe sévère que les autres. Par contre, effectivement, il peut y avoir des décès à la naissance des nouveau-nés. Il y a beaucoup plus de preuves pour réduire le risque de grande prématurité, de décès à la naissance et d'anomalies congénitales chez les femmes qui ont été vaccinées. Donc, autant pour la maman, pas certain qu'il y ait un bénéfice très important, mais il y a un bénéfice très important à vacciner les femmes enceintes pour éviter les complications chez leur enfant. Alors, cette année, c'est un peu la nouveauté de 2025, c'est qu'on a un vrai calendrier vaccinal simplifié pour les mamans, puisqu'effectivement, on va leur demander d'être vaccinées, quel que soit le terme, contre la grippe, c'est-à-dire dès le 15 octobre chaque année, le Covid avec la vaccination pendant l'automne et l'hiver, et on va leur proposer 2 vaccins différents, qui sont donc la coqueluche, entre 20 et 36 semaines d'aménorrhée, et enfin le VRS, entre 32 et 36 semaines d'aménorrhée. Alors, ce qui est un petit peu compliqué, c'est qu'il faut qu'il y ait au moins 15 jours d'intervalle entre la vaccination coqueluche et la vaccination VRS. Et ça complique parce que, comme vous le voyez, quand on découvre une maman à 30 semaines d'aménorrhée, et ben malheureusement, enfin, si elle a eu ni l'un ni l'autre des vaccins, on va peut-être devoir choisir. Et en alternative, si les femmes enceintes sont pas vaccinées au cours de la grossesse, on reprend l'ancienne stratégie pour la coqueluche, qui est ce qu'on appelle la stratégie de cocooning, c'est-à-dire de vacciner tous les proches autour du nourrisson. Le problème, c'est que c'est éminemment compliqué parce que vous allez choper le père et les 4 grands-parents au mieux et la fratrie en général à jour de la vaccination. Mais la tata, le tonton et compagnie, c'est compliqué. Donc, c'est une stratégie qui ne marchait pas très bien. Et enfin, pour la bronchiolite, donc pour le virus respiratoire syncytial, on peut proposer une injection de Beyfortus, un anticorps monoclonal, à destination du nouveau-né dans sa première saison hivernale. Alors, si on résume sur ces 4 vaccins, la grippe permet effectivement de protéger la maman et de protéger le nourrisson. La coqueluche, l'objectif, c'est vraiment le passage et le transfert des anticorps, c'est de protéger le nourrisson. Le Covid, essentiellement de protéger la maman. Et le VRS, protéger les nourrissons. Et on voit bien que finalement, la date de la recommandation grippe, c'est 2009 et c'était une recommandation un peu conditionnelle. Et à partir de 2012, ce vaccin a été clairement recommandé en France. Alors, un premier point, moi, qui m'interpelle et qui a beaucoup réinterpellé au moment de la pandémie de Covid-19, c'est que les femmes enceintes sont quasiment systématiquement exclues des essais cliniques et notamment des essais cliniques vaccinaux quand la vaccination ne présente pas un bénéfice direct pour elles.
C'est historique, ce qui fait qu'on s'est retrouvé à vacciner des mamans, enfin deux futures mamans, contre le Covid-19 en ayant absolument zéro donnée de sécurité ou d'efficacité chez elles, ce qui globalement peut expliquer quand même une part de frilosité. On a effectivement eu d'excellentes données de tolérance, mais qui ont été acquises de manière rétrospective. Donc, quelque part, pour les premières femmes enceintes vaccinées ou pour les premiers professionnels de santé à avoir recommandé la vaccination, bah, il fallait quand même pas mal de courage pour y aller. Donc, est-ce que, et ça, je pense que c'est un point à explorer, finalement, on pourrait réfléchir à des tas de travaux, mais est-ce que finalement, effectivement, l'absence de données chez les femmes enceintes, est-ce que ça peut pas être on va dire, un point associé à l'hésitation et pourquoi pas à l'hésitation des professionnels de santé? Alors nous, on s'était intéressé il y a quelques années avec le mémoire d'une étudiante sage-femme à Saint-Étienne aux facteurs associés. À l'époque, on conduisait un essai clinique de vaccination contre le VRS, d'ailleurs, au cours de la grossesse. Et on essayait, nous, on n'a pas accès au service de maladies infectieuses, on ne prend pas en charge de femmes enceintes, on n'en voit jamais. Donc on était allé voir la maternité, puis on était allé voir les professionnels de santé en leur disant, allez, il faut qu'on inclue, il faut qu'on inclue. Bon, c'était une phase 2. On a inclus 2 patientes, ce qui était globalement pas mal par rapport aux autres centres. Et on est allé interroger on a fait un questionnaire à destination des professionnels et notamment des sages-femmes. Et on leur a demandé si elles étaient prêtes ou pas à promouvoir la participation à un essai clinique vaccinal au cours de la grossesse. Et globalement, le facteur qui est sorti, c'est la confiance envers les vaccins. Et on voit les modèles 5C, on voit aussi le côté en analyse multivariée et surtout le niveau de connaissance et d'éducation sur la vaccination. Et on sait bien malheureusement que dans les études de maïeutique et même globalement toutes les études de santé, la vaccination, en tout cas dans la formation initiale, n'est pas particulièrement bien enseignée. Quelques mois plus tard, on s'est intéressé cette fois-ci avec une interne de médecine générale. Donc, c'est des données qu'on a recueillies à peu près en 2021 et qu'on a publiées en 2023. Donc, la vaccination VRS n'était pas encore sortie et donc c'était un vaccin hypothétique. Et ce qui nous avait frappé dans les intentions de vaccination étaient globalement faibles chez les futures mamans. Et surtout, elles étaient finalement quasiment équivalentes, ou voire même inférieure entre un vaccin qui était déjà utilisé et éprouvé finalement, qui était le vaccin grippe Covid et coqueluche, et le vaccin VRS. Tout simplement parce qu'effectivement, peut-être que, ce qu'on a supposé, et qui semble un peu se confirmer avec d'autres types de travaux, c'est que le VRS, c'est protéger vraiment son enfant. La bronchiolite, ça fait peur. On en parle souvent à la télé avec les transferts des enfants dans d'autres services d'urgence ou de réanimation. Et donc là, c'est protéger son enfant. Néanmoins, c'était que 40% des femmes qui avaient l'intention de se faire vacciner. Et ce qui est aussi un peu curieux, c'est que les facteurs associés qui ont été explorés simultanément pour l'ensemble des vaccins n'étaient pas forcément systématiquement les mêmes. Alors pour la grippe et pour la coqueluche, il fallait vraiment avoir soit des connaissances, soit une recommandation par un professionnel de santé. Et pour le Covid-19 et le VRS, c'était la confiance envers les vaccins de manière générale. Donc ça, qu'on avait à l'époque évalué avec le questionnaire 5C. Et une autre étude, cette fois-ci réalisée ailleurs, je vous présente les deux parce que, à mon avis, tout simplement, vous voyez, nous on est en région Auvergne-Rhône-Alpes, en plus dans un département, on va dire, peu favorisé. Quand on regarde les couvertures de vaccinales, il y a ce gradient est-ouest, enfin ouest-est, j'ai envie de dire. Et puis, le département de la Loire, on n'est malheureusement pas très bon malgré toute notre énergie. Et donc, effectivement, les collègues nantais, donc vraiment là, par contre, dans l'Ouest où les couvertures vaccinales sont importantes, retrouvent un petit peu ce qu'on avait trouvé. La nécessité qu'il faut que les femmes enceintes, donc c'était pour la coqueluche ici, aient des connaissances, qu'elles en aient reçu l'information par des professionnels de santé, et puis tous les comportements antérieurs et le fait d'avoir déjà été vacciné au cours de la grossesse, d'avoir été vacciné contre la grippe. Chez les professionnels de santé, très clairement, il fallait être au courant que la vaccination contre la coqueluche au cours de la grossesse était plus efficace que la stratégie de cocooning. Et comme nous, ils avaient remarqué aussi le facteur négatif de la pratique de médecine alternative comme l'homéopathie. Si on s'intéresse à un autre vaccin, donc cette fois-ci le vaccin VRS, donc qui est tout récemment, alors on a beaucoup dit qu'il avait été très bien accepté en fait, le taux de couverture vaccinale chez les femmes enceintes n'est que de 27%.
Ce qui peut quand même attirer notre attention, c'est que, alors on se dit aussi, il y a le Beyfortus derrière, c'est que quand on fait des études, les femmes enceintes disent globalement qu'elles savent pas trop entre les deux ce qu'elles choisiraient et que finalement elles préféreraient presque se faire vacciner que de faire des anticorps monoclonaux à leur enfant. Ce qu'intuitivement on peut comprendre, mais dans la réalité des faits en termes de couverture vaccinale, visiblement elles ont moins opté pour le vaccin. Alors qu'il y a un véritable intérêt, on va dire, économique à choisir ça, c'est qu'aujourd'hui, le Beyfortus n'est plus pris en charge à 100%, mais uniquement à 35% par l'assurance maladie, le reste par les mutuelles, et que la vaccination au cours de la grossesse, elle, est prise en charge à 100%. Il n'y a aujourd'hui pas d'études, contrairement à ce que certains labs industriels veulent nous faire croire, qui disent que l'immunisation par anticorps monoclonaux chez le nourrisson est plus efficace que la vaccination de la femme enceinte. Donc, vraiment, il n'y a pas de raison de se priver de cette stratégie-là. Et on retrouve en fait que, on va dire, la complacency, enfin là, on l'avait inversé, c'était plutôt la bonne perception de la gravité de la maladie chez le nourrisson et tous les comportements antérieurs de vaccination et même la vaccination pour un pathogène au cours de cette grossesse était associée à l'acceptation de ce vaccin quand même relativement récent puisque la recommandation date de 2024. La grippe. Alors la grippe, on progresse chez la femme enceinte, probablement un peu aidée du Covid-19, puisqu'en 2016, dans l'enquête de périnatalité, seulement 7,4% des patientes étaient vaccinées contre la grippe. En 2021, selon la même enquête de périnatalité, on était à 30%, sachant qu'on est quand même un petit peu surévalué en 2021 parce que les femmes enceintes, elles se sont un peu ruées, entre guillemets, c'est vraiment totalement relatif vers la vaccination grippe pendant la pandémie de Covid-19 parce qu'elles se sont dit si on peut au moins en éviter un, ça pourrait quand même être plus efficace. Donc je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui on soit tellement à 30% de couverture vaccinale chez la femme enceinte. Et ce qui est préoccupant, c'est que finalement, alors que c'est un vaccin recommandé depuis 2012 très officiellement et même depuis 2009 au cours de la grossesse, seulement moins de 60% des femmes avaient reçu une recommandation par un professionnel de santé. Et on verra tout à l'heure que c'est vraiment le levier majeur de la vaccination de la femme enceinte. Bien entendu, c'est la crainte d'effets secondaires pour le bébé qui est le principal frein. Et puis, quand même, enfin, non, le principal frein, on le voit, c'est le fait de ne pas en avoir entendu parler par son professionnel de santé dans près de 40% des cas et le manque de confiance envers les vaccins en général. Si on s'intéresse à la vaccination contre la coqueluche, vous allez me dire, ouais, génial, la coqueluche, on a une couverture vaccinale de 65,4%. Effectivement, c'est les données d'Epiphare entre août 2023 et mars 2024. Alors pourquoi? Eh bien parce que finalement, on s'est emparé de cette question, alors avec de grosses disparités régionales, qui sont globalement systématiquement les mêmes pour tous les vaccins. En fait, c'est qu'on a traversé entre 2023 et 2024 une énorme épidémie de coqueluche avec un certain nombre de décès chez les nourrissons. Donc effectivement, ça a été la panique à bord et finalement, la perception du risque, c'est un élément majeur. Alors, le Covid-19, globalement, les femmes enceintes sont sous-vaccinées par rapport aux femmes non enceintes. On retrouve la même chose, c'est-à-dire toujours ce gradient est-ouest, quoique on voit qu'en Bretagne, finalement, au cours de la grossesse, c'est finalement moins bon qu'en dehors et qu'il y a aussi de l'hésitation à ce moment-là. Et en fait, on va se rendre compte dans ce papier-là que la plupart des femmes enceintes vaccinées n'ont finalement à jour de vaccination à la saison Covid-19. En fait, elles ont été vaccinées en dehors de la grossesse. Alors que l'intérêt, c'est qu'elles se soient vaccinées pendant la saison. Et on retrouve effectivement que la plupart, donc la couverture vaccinale se rapproche de celle de la population générale. Mais la plupart des vaccinations ont été faites probablement au moment du pass sanitaire et autres, en dehors de la période de grossesse, avec de grosses disparités socio-économiques en fonction des régions, de l'âge. Les femmes enceintes les plus jeunes sont les moins vaccinées. Et on voit aussi un lien entre la fréquence du suivi médical et avec la couverture vaccinale. Alors, que s'est-il passé maintenant en réalité pour aussi le VRS? Je vous ai dit, on a l'impression, et je pense que dans l'Ouest, à Paris, et notamment Paris intramuros, les taux de couverture vaccinale sont bien plus élevés, mais en fait, à l'échelle nationale, on est à 27,2%. Avec un point important, c'est que visiblement, ça a été bien valorisé quand même par les médecins généralistes, puisque c'est vraiment dans les zones où on a un meilleur accès
aux médecins généralistes et bien entendu les zones économiquement les plus favorisées où le taux de couverture vaccinale est le plus important. Et effectivement, toutes les femmes enceintes retrouvent le comportement. Si elles sont partantes pour se faire vacciner, ben, globalement, elles sont plus enclines à recevoir l'ensemble des vaccins. Et toutes les femmes enceintes qui ont été vaccinées contre le VRS ont été vaccinées coqueluche quasiment. Et on voit bien que par contre, même chez elles, alors qu'elles sont vraiment pro-vaccin, il y en a que 11% qui ont été vaccinées par le COVID, pour le Covid au cours de cette grossesse-là, ce qui est quand même vraiment pas énorme. Alors, si on s'intéresse un peu au processus décisionnel chez la femme enceinte, eh ben, à mon avis, il y a quand même trois intervenants. Un qui est majeur, qui est la femme enceinte, certes, mais le deuxième majeur, c'est le professionnel de santé, dont on voit que probablement qu'il est encore un peu plus hésitant que dans le contexte habituel. Et puis le second parent, tout ça aussi mêlé à une société dans laquelle, ben, c'est pas à vous que j'apprendrai que la il y a eu un peu de réactance post-vaccination Covid. Et pourquoi pas d'ailleurs cette réactance un peu exacerbée chez les professionnels de santé dans une période de budget contraint et on va dire, de tension en termes de ressources humaines. Il y a cette méta-analyse que j'aime bien qui montre en fait ce qui peut fonctionner en termes d'intervention ou de facteurs, pas d'intervention, de facteurs pour décider, aider les femmes enceintes à prendre la bonne décision. Et très clairement, on va retrouver le fait d'avoir en bas une recommandation. Toutes les femmes enceintes qui ont été précédemment vaccinées, c'est très bien. Et le fait qu'elles soient bien sensibilisées à la maladie prévenue par la vaccination. Alors, il y a ce très beau papier qui a été conduit en France par Émilie Karafilakis avec, je trouve, il est intéressant parce qu'il a à la fois des données quantitatives et des données qualitatives. Et elle montre très bien cette augmentation finalement chez les femmes de l'hésitation vaccinale au cours de la grossesse. Alors, effectivement, hein, comme dans la population générale, peu de femmes sont complètement persuadées de la sécurité de la vaccination. Mais ce qui me préoccupe, c'est qu'on voit qu'il y a beaucoup de femmes qui pensent que les vaccins ne sont absolument pas importants au cours de la grossesse. Et elles mettent même en doute l'efficacité de la vaccination au cours de la grossesse. Donc il y a manifestement quand même quelque chose de spécifique. On sait qu'en France, les femmes sont plus hésitantes vaccinales, même bien au-delà de l'âge auquel elles peuvent procréer. Mais on voit bien qu'au cours de la grossesse, ben, finalement, ça devient le cadet des soucis, ou voire même on devient encore plus méfiant. Et très clairement, ce qu'elle montre aussi ici dans les, les intentions de vaccination, bah, on retrouve ce qu'on avait déjà trouvé, le fait d'être déjà vacciné et le rôle essentiel du professionnel de santé à qui en plus on fait confiance, mais vraiment c'est le fait qu'il ait recommandé un vaccin au cours de la grossesse. Alors nous, on s'est intéressé aussi chez nous hein, à cette question-là, chez les professionnels de santé, et on a utilisé le Provicibi. Et globalement, on voit que bah, maintenant, ça marche bien. Les professionnels de santé, alors il y a un biais de désirabilité sociale, hein, c'est un effet aussi un peu boule de neige, donc il n'y a que les professionnels de santé intéressés par la question qui répondent. Mais globalement, 83% recommandés, et je pense qu'on n'est quand même pas bien loin, et on a des bons taux de couverture vaccinale pour la, pour la coqueluche. Et en fait, les deux facteurs qui étaient vraiment importants, c'était le fait de bien connaître la vaccination des femmes enceintes et d'avoir une implication active pour la vaccination de ces patients. Donc, c'est clair qu'il y a probablement quelque chose à faire pour donner un peu de confiance en eux et d'empowerment des professionnels de santé pour le conseil chez les femmes enceintes. On a fait la même chose pour la grippe. Et là, le seul facteur, bah, aussi, il y a encore la connaissance de la vaccination des femmes enceintes qui ressort. On voit déjà que la grippe, finalement, il y a plus de 66% des mêmes professionnels qui disent recommander. Donc, c'est clair que pour l'effet coqueluche, les professionnels qui prennent en charge des femmes enceintes sont convaincus qu'il faut le faire. La grippe, on sent que c'est tout de suite moins évident. Et on retrouve les mêmes facteurs associés. Pas dans la même étude, malheureusement. Alors, c'est pas tout à fait la même population. On s'est intéressé aussi à l'attitude vis-à-vis de la vaccination VRS. Et on voit donc que c'est globalement la confiance et la perception du risque qui sont associés au fait de recommander la vaccination. Ce qui est préoccupant, c'est qu'en fonction des corps de métier,
On recommande moins la vaccination VRS, et notamment chez les sages-femmes, qui finalement sont celles qui, pour les grossesses non pathologiques, vont être globalement en première ligne du suivi et qui vont suivre le plus de femmes enceintes. Donc ça, c'est assez problématique aussi de pouvoir remettre en évidence ces résultats-là. Donc globalement, ce qui ressort en fait chez les professionnels de santé, c'est un manque de connaissances, une moindre confiance envers les vaccins et notamment chez les infirmiers et les sages-femmes, la perception du risque, il y a le besoin aussi d'engagement dans le processus de vaccination et la crainte des effets secondaires. Et chez les femmes enceintes, ben, on va trouver effectivement les problématiques de niveau socio-économique, et la confiance envers les vaccins. Mais il faut vraiment avoir reçu une recommandation. Donc, à un moment donné, il va bien falloir qu'on trouve un moyen d'inciter les professionnels de santé à augmenter les couvertures vaccinales. Alors, comment on peut faire? Nous, on va conduire un projet de recherche qui s'appelle VaxiBaby, sur lequel on va utiliser, mais je reviendrai dessus tout à l'heure, le modèle COMB recommandé dans le Tailoring Immunization Programme de l'OMS, qui vise à renforcer les capacités, les opportunités et la motivation des femmes enceintes à se faire vacciner. Je vais quand même commencer par vous dire, vous montrer ce qui a déjà été fait. Alors, je suis pas exhaustive parce qu'il y a environ une trentaine d'études interventionnelles qui ont été conduites pour la vaccination des femmes enceintes, essentiellement pour les vaccinations grippe et coqueluche. Les premiers résultats que je voulais vous montrer, et donc, c'est l'AFIX. Donc, vous connaissez peut-être tous ce dispositif. C'est le fait d'évaluer, de faire un audit, de rendre aux professionnels de santé les résultats de leur audit et ensuite de leur filer soit un peu d'argent, soit un petit cadeau parce qu'ils augmentent leur couverture vaccinale et de rééchanger ensuite. Donc, il y a des études aux États-Unis en pré- et post-intervention qui montrent effectivement qu'il y a une augmentation, mais uniquement dans les cabinets où il y avait la couverture vaccinale la plus basse. Alors, quand on dit ça, c'est des endroits où on a une couverture vaccinale contre la grippe qui est de 30%, donc qui était déjà et avant le Covid, donc bien au-delà de ce qu'on observe en France. Donc, on pourrait imaginer que ça marcherait. Après, je suis pas sûre que les praticiens français, dans le contexte actuel du PFLSS, veuillent bien, rentrent bien dans le système AFIX et acceptent vraiment. Mais en tout cas, sur la meilleure documentation du statut vaccinal aussi, ça a progressé largement. Un autre truc que moi j'aime bien dans le domaine de la vaccination, que j'aimerais bien utiliser plus, c'est les outils d'aide à la décision. Ce sont des stratégies qui sont utilisées beaucoup dans le domaine de la cancérologie. C'est en fait finalement qu'est-ce qui m'arrive si j'utilise ou si je n'utilise pas, quels risques ou quels avantages j'ai à prendre telle ou telle option, donc la vaccination ou la non-vaccination. Et effectivement, dans cet essai, ils ont surtout montré que ça augmentait les connaissances sur la vaccination contre la coqueluche et surtout ça réduisait chez les mamans un peu indécises le conflit décisionnel. Ils n'ont pas observé d'effet, mais pour cause, eux, ils ont 92% de couverture vaccinale contre la coqueluche chez les femmes enceintes. Donc j'ai envie de dire que quand on est déjà presque parfait, c'est quand même difficile de démontrer qu'on est plus parfait. Un autre papier, cette fois-ci néo-zélandais, qui aussi rentre un petit peu et peut être intéressant dans le cadre de la stratégie vaccination, le calendrier d'ici 2030, c'est d'avoir modifié un petit peu les acteurs et de créer des opportunités, et notamment d'utiliser les pharmaciens comme vaccinateurs potentiels. Et effectivement, ils montrent une augmentation pré-post-intervention lorsqu'ils implémentent la vaccination par les pharmaciens en Nouvelle-Zélande. Alors, on dit beaucoup que dans le domaine de la vaccination, si on veut vraiment être très très bon, il faut qu'on fasse de l'intervention complexe et multicomposante. Et moi, c'est ce que je crois vraiment, et notamment c'est ce qu'on va développer dans VaxiBaby. Donc, on a un modèle qui est un modèle américain où effectivement ils ont développé une composante vers les praticiens, donc avec de la fixe, mais aussi des champions de la vaccination enfin, practice, c'est même pas praticien, c'est plutôt cabinet, maternité, voilà. Et une composante vers les professionnels de santé avec du développement professionnel continu sur la thématique vaccination et des contenus écrits destinés aux professionnels. Et enfin, une application
personnalisé. Donc, la maman aura du contenu en fonction de ce qu'elle aura coché avant sur une application qui s'appelle Momstock Shots. Et en fait, l'étude a été conduite aux États-Unis et au Colorado et en Géorgie. Enfin, au Colorado et en Géorgie. Alors, effectivement, ils ont randomisé. Donc, on a la couverture vaccinale et les effets. Alors, il n'y a pas d'augmentation majeure des couvertures vaccinales avant et après l'intervention. Mais pareil, hein, pour la coqueluche, vous voyez qu'on est à 81% de couverture vaccinale dans les bras contrôle et la grippe 61%. Donc j'ai envie de dire que c'est pas parce qu'on montre pas d'effet aux États-Unis qu'on n'en montrera pas et puis probablement qu'on manque un petit peu de puissance puisque par exemple pour la vaccination contre la grippe, on passe de 61 à 66,4%, mais on a randomisé que 2100 patientes. Ce qui est assez intéressant, c'est que quand même, les mamans qui ont utilisé notamment si elles étaient très hésitantes, l'application personnalisée, il y a une petite augmentation de la couverture vaccinale dans ce bras et elles font finalement les choses plus en connaissance de cause puisqu'elles auront une meilleure connaissance et elles auront moins d'inquiétude concernant la sécurité des vaccins. Et comme je vous le redisais là, bah, on n'est pas tout à fait au même niveau de couverture vaccinale chez nous. Donc peut-être qu'on pourrait gagner avec ce type d'intervention. Et là, je vous avais montré un petit peu plus précisément quel était le côté personnalisé. Donc effectivement, bah, chez les patientes qui se posent pas de questions et qui vont se faire vacciner, bah, on renforce juste leur décision. Ça passe très très vite. Et par contre, chez celles qui ont des lacunes en termes de connaissances ou des inquiétudes, et ben là, il va y avoir vraiment sur cette application des formations et du contenu très spécifique. Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est qu'effectivement, elles vont, là c'est sur la partie grippe, avoir un meilleur risque perçu de la maladie, un peu plus de confiance dans l'efficacité vaccinale et également un peu plus on voit aussi que c'est un peu différent parce que notamment, on voit que l'application marche pas très bien sur la coqueluche. La coqueluche, globalement, elles vont percevoir un peu moins de risques. Il y a quelques méta-analyses qui se sont. Alors, nous, on est en train de travailler sur une méta-analyse qu'on va prochainement publier dans le cadre d'une thèse de science sur ce qui a fonctionné. Et les résultats de cette méta-analyse, c'est que ben, globalement, il y a des choses qui marchent et d'autres qui ne marchent pas. Et que tout ne marche pas. D'ailleurs, on voit qu'il y a des choses qui marchent pour la grippe, mais d'autres qui ne marchent pas pour la coqueluche. Et globalement, ce que montre, là, c'en est une deuxième, c'est que bah, quand même, il faut faire de l'éducation, quelle que soit sa forme, et qu'il faut éventuellement faire également des interventions dites multicomposantes, même si bah, c'est pas quand même merveilleux, mais à chaque fois, il n'y a pas d'études françaises. À chaque fois, on est dans des pays dans lesquels les taux de couverture vaccinale sont à la base quand même nettement plus élevés que nous. Donc très clairement, les résultats de ces méta-analyses, même s'ils sont un petit peu tristes et que l'efficacité est finalement un peu modeste, elles remettent en place quand même le rôle crucial des professionnels de santé et nous encouragent quand même à jouer vraiment sur les trois composantes, donc un versant un peu politique de vaccination chez la femme enceinte, un versant dédié aux professionnels de santé, et notamment dans la vaccination. Nous, on a beaucoup, alors maintenant, ça c'est un peu réglé pour la coqueluche, mais en France, il faut savoir que pour la plupart des hôpitaux, on ne peut pas vacciner à l'hôpital parce que les vaccins ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie si on vaccine chez un patient à l'hôpital. Donc, on essaye de faire changer les choses là-dessus. Et notamment, une femme enceinte qui vient une fois par mois à la maternité, c'est un peu bête de ne pas pouvoir la vacciner directement à la maternité. Et bon, un vaccin coqueluche, ça passe parce que ça doit coûter la modique somme de 10 euros, donc l'hôpital ne rechigne pas trop. Mais un vaccin contre le VRS à plus de 100 euros, ben, on peut comprendre que l'institution ne soit pas prête à perdre 100 euros par femme enceinte qui est vue dans l'année. Donc là, il y a il y a un vrai sujet en tout cas là-dessus. Et bien entendu, bah, toutes les interventions dédiées aux patientes pour qu'elles aient un peu plus de connaissances et qu'elles soient un peu plus rassurées sur la vaccination. Donc, je vous l'ai déjà un peu dit. À mon avis, les résultats des études interventionnelles aux États-Unis, en Australie,
ne sont pas complètement superposables et surtout beaucoup ont été conduites finalement avant la pandémie de Covid. Et ça peut quand même impacter les comportements à la fois des patients, mais aussi et beaucoup des professionnels de santé, à mon avis. Et comment on peut finalement implémenter ces différentes interventions. Donc, le projet VaxiBaby est financé depuis 2023, enfin par le PREPS 2023. Malheureusement, on était parti à 8 hôpitaux, mais pour des raisons un peu post-Covid et compagnie, pour le moment, on n'a plus que 4 hôpitaux participants. Et ce qui m'ennuie, c'est que les 4 participants qui restent ne sont qu'exclusivement des centres hospitaliers et universitaires à plus de 4 500 naissances par an. Et donc, c'est vrai que ça pose un peu problème puisque malheureusement, ce n'est pas la majorité des femmes enceintes qui sont suivies dans ces établissements. On avait construit notre projet sur la couverture vaccinale coqueluche. C'était avant l'épidémie de 2023-2024. Effectivement, c'est peut-être plus le critère de jugement principal le plus intéressant, mais moi, j'ai quand même l'impression que dès qu'il y aura un peu moins de coqueluche et moins d'épidémies, qu'on va s'éloigner, cette couverture vaccinale va rebaisser tranquillement. Mais l'idée aussi, c'est de voir l'impact de ces interventions sur les attitudes vis-à-vis des autres vaccins, notamment Covid-19, grippe, coqueluche et VRS, et surtout de voir comment cette intervention s'implémente et si elle est utilisable par les professionnels de santé. Cette intervention, on va surtout la co-créer avec les professionnels de santé, les femmes enceintes et les institutions, donc notamment les maternités. Et donc ça, c'était pour revenir sur le principe de la co-création. Alors là, c'est pas du tout ce qu'on va faire dans le projet, c'est ce qu'on pourrait faire parce que on a vu que ça marchait un petit peu, ce qu'on pourrait proposer aux professionnels, aux femmes enceintes. Mais j'aimerais que dans le processus de co-création, il y ait justement beaucoup d'autres choses qui arrivent. En tout cas, l'effort de formation, il doit être là. De mettre l'accent sur la sécurité et l'efficacité. Et puis, je vous en ai pas parlé là parce que il y a des données d'utilisation de l'entretien motivationnel chez la femme enceinte, mais plutôt à destination de la vaccination du nourrisson, donc quelques semaines, quelques mois plus tard, avec notamment les travaux de Pierre qui sont particulièrement intéressants. Donc, je pense que pour elle-même, il y aura quelque chose à faire. Et puis moi, j'aime bien aussi utiliser des jeux sérieux. Donc, éventuellement, ça peut être, et les outils de la décision qui n'ont pas forcément encore été particulièrement testés. Donc voilà comment on va un peu faire pour Vaxi Baby, avec notamment beaucoup de réalisations de focus group avec les professionnels, avec les institutions et les femmes enceintes. On va essayer de conduire un essai randomisé avec 8 maternités en cluster avec ce qu'on appelle un step wage. Donc, avec effectivement une phase de contrôle où on va faire vraiment le bilan diagnostique et co-construire nos interventions. Une phase tranquille où on va rien faire et ensuite l'implémentation progressive dans chaque cluster de randomisation de l'intervention. Et comme ça, chaque maternité pourra bénéficier, entre guillemets, de l'intervention qu'ils nous auront aidé à co-construire. Alors, pour finir, je reviens sur l'idée qu'il y a quelques années, on parlait de vaccination au cours de la grossesse, c'était presque crime de lèse-majesté. La France a été l'un des derniers pays à implémenter la vaccination coqueluche au cours de la grossesse, alors que c'est la stratégie la plus efficace pour éviter les coqueluches graves chez les nourrissons. Que l'hésitation vaccinale, malheureusement, au cours de la grossesse, certes, concerne la femme enceinte, où on voit bien un changement de comportement ou d'attitude vis-à-vis de la vaccination au cours de la grossesse, mais elle est aussi importante chez les professionnels de santé qui les prennent en charge. Et on voit quand même des différences en termes de disparité régionale, mais aussi un peu en fonction du vaccin qui sont observés et probablement le contexte épidémique qui contribue beaucoup à l'adoption de ces mesures. Le gros facteur prédictif, et à mon avis le plus important, c'est le conseil par un professionnel de santé. Et ce que j'ai pas dit, mais on pourrait tester aussi dans VaxiBaby la communication présomptive, c'est-à-dire c'est le jour où on vous fait vacciner. Et peut-être qu'effectivement on aurait des tours de couverture vaccinale importants, à condition qu'on ait les vaccins sous la main, bien entendu. Les problèmes de sécurité, et c'est vrai qu'il y aura peut-être quelque chose à explorer, peut-être par du Cali, de savoir qu'est-ce que ça fait aux mamans d'avoir des vaccins qui n'ont jamais été testés chez la femme enceinte spécifiquement dans des essais cliniques. Il y a peut-être un petit truc à conduire là-dessus. L'efficacité des interventions de santé publique de promotion n'est pas encore très très claire, donc ça veut dire qu'il y a de la place encore à faire des choses. Et qu'on doit essayer d'aller sur les 3 tableaux, donc les institutions, les professionnels et les femmes enceintes. Et bien entendu, l'objectif sera d'essayer de réduire les inégalités sociales
qui sont probablement très importantes comme indicateur au cours de la grossesse. On a vu aussi le jeune âge, par exemple, et on ne va pas se voiler la face. Les grossesses très jeunes sont aussi associées quand même au niveau socio-économique plutôt défavorisé. Pour terminer, bah, justement, dans la stratégie de formation des professionnels de santé, alors vous n'êtes pas professionnels de santé pour la plupart, puisqu'on est là aussi de parler un peu de sciences humaines. On a développé en 2025, enfin, on l'avait fait en 2023 et on les a entièrement remis à jour en 2025, un podcast avec les collègues d'Annecy, Grenoble et Lyon qui s'intitule La vaccination pour les pros. Et il y a bien entendu un chapitre sur la vaccination des femmes enceintes. Et puis à droite, alors c'est pas les femmes enceintes, hein, mais c'est les journées de sensibilisation qu'on fait pour la méningite à méningocoque avec une photo de toute l'équipe que je remercie de son investissement au quotidien pour faire augmenter les couvertures vaccinales et puis suivre toutes nos idées un peu parfois farfelues d'intervention qu'on peut avoir, puisque pour les journées méningite, on fait un escape game avec des collégiens et on a même créé le méningolou. Si un jour vous avez envie de jouer au loup-garou de la méningite à méningocoque, venez nous rejoindre. Je vous remercie. Merci beaucoup, Amandine. Ça donne envie d'aller tester le méningolou. Euh, oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est vraiment super, en fait, d'avoir une présentation dans laquelle c'était pas complètement centré sur la recherche interventionnelle, mais au moins où il y en avait quand même beaucoup. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on a un petit peu moins eu l'année dernière, et en fait, c'est à la fois, comment dire, en fait, riche de leçons pour expliquer en fait les phénomènes contre lesquels vous essayez de lutter, mais aussi les usages que on peut avoir comment dire des analyses de sciences sociales. Moi, je trouve que c'est vraiment super que tu nous aies fait un point sur en fait ce qu'on sait aujourd'hui à la fois en fait des pratiques de vaccination à la fois du côté des mamans et du côté des futures mamans et du côté des professionnels de santé. Donc vraiment merci beaucoup pour cette présentation. Je pense que le projet Vaxibaby ça va être vraiment passionnant. Donc, moi, mon rôle, ça va être de commencer par te poser un certain nombre de questions pour te faire, pour en fait t'entendre davantage. Et puis évidemment, on va ensuite, après tes réponses, prendre les questions de toutes les autres personnes. Donc, je vous incite à ne pas hésiter à poser vos questions, levez la main ou signalez-vous dans le chat. Euh, alors moi, je pense que enfin, comment dire, dis-moi si j'ai tort, mais en fait, un élément que tu as dit plutôt vers la fin, c'est qu'un énorme enjeu, c'est de ne pas pouvoir vacciner à l'hôpital. Et ça, c'est quelque chose, comment dire, que tu as évoqué à plusieurs moments, qui est à la fois l'importance de créer des opportunités de vaccination, le fait de mobiliser les différents, les différents professionnels de santé en faveur de ces vaccinations. J'ai piqué à Hugo la question qu'il allait poser juste après, je suis désolé. Donc l'enjeu de mobiliser ces différents publics, où en fait, alors tu t'évoques, donc tu montres des statistiques montrant quand même que les sages-femmes tendent à être à moins recommander ce vaccin que les autres. En fait, moi, ça me pousse à poser une question. Ah oui, c'est clair que je réalise que je marche sur les pieds de Hugo. Je suis désolé, comme je suis premier, je profite grossièrement de ce statut. Mais en fait, ma question, c'est en fait, quels sont les enjeux de mobilisation? De ces différents publics. Parce que spontanément, on a envie de se dire, la vaccination chez les femmes enceintes, en fait, ça devrait se faire beaucoup plus facilement parce que c'est un moment de la vie où, enfin, très médicalisé. On a des rendez-vous réguliers avec différents types de médecins, différents types de professionnels de santé, donc ils peuvent à la fois nous dire il faut le faire et qui peuvent ensuite nous dire vous ne l'avez pas fait, etc. Mais aussi, et donc là, la question là-dessus, c'est bon. Comment dire, les sages-femmes sont probablement, enfin, tu me dis, elles sont un peu plus hésitantes, mais j'imagine qu'il y a d'autres enjeux, notamment les travaux de Pierre Verger montraient bien qu'avant le Covid, parmi les enjeux qu'il y avait du côté de l'hésitation vaccinale centrée sur la grippe, il y avait le fait que c'était devenu un des lieux d'expression, des tensions, notamment entre différents types de personnel à l'hôpital, des investissements publics dans l'hôpital public, etc., etc. Est-ce que tu pourrais te développer sur, voilà, est-ce qu'on retrouve les mêmes enjeux sur ces vaccins en particulier? Bref, quels enjeux il y a aujourd'hui à mobiliser ce public-là, premièrement, et deuxièmement, à transformer en gros cette mobilisation en actes concrets, peut-être au-delà de la question d'avoir les vaccins sur place. Alors j'ai un deuxième type de question qui est
qui est qui est quoi? Alors ça sera la dernière. Euh, voilà. Moi, je suis très intéressé par le fait que en fait, donc si j'ai bien compris, mais dis-moi si j'ai compris. Vous allez utiliser en fait un cadre analytique développé, un cadre d'analyse interventionnelle développé pour le cas américain, et vous allez essayer de l'adapter au cas français. Est-ce que c'est bien ça? Moi, je serais. Alors, Alors, non, c'est pas ça? en tout cas, on va utiliser le même type d'approche, de méthodologie. J'ai quand même l'impression que le cas américain est un petit peu moins concret. C'est-à-dire que moi, je ne sais pas encore ce que je vais tester comme intervention, D'accord. très clairement. Hmm. C'est-à-dire que pour le projet, j'ai dit, bah voilà ce qui est décrit dans la littérature. Mais si, par exemple, mes groupes de femmes enceintes ou Hmm. professionnels de santé me disent, ah mais non, hein, la fixe, tu rêves, hein, c'est Hmm. pas un truc pour nous, ça. Ouais, Bah, on fera pas ça. d'accord. Et si elles ont une autre idée à laquelle on n'a absolument pas pensé, bah, on Hmm. ira là-dessus. Bah, ce sera, en tout cas, moi, je trouve que c'est très intéressant comme démarche parce que une des limites que je trouve à la littérature internationale, que ce soit sur la recherche interventionnelle ou plus généralement la recherche sur la vaccination, c'est qu'on a un peu tendance, en fait, à faire comme si les systèmes de santé étaient universels. Et là, on est particulièrement sur un sujet sur lequel, bah, en fait, mobiliser enfin, à la fois un public qui est très inséré dans, en gros, des routines institutionnelles, que ce soit du côté des femmes enceintes, et des professionnels de santé qui sont eux-mêmes très insérés dans en fait, un système institutionnel particulier, vu les différences qui existent entre le système américain et le système français, notamment dans la capacité de l'organisation à en fait peser sur les pratiques, en gros, de recommandation, enfin les pratiques proprement médicales de leurs salariés. Je veux dire, aux États-Unis, ils ont vraiment, enfin comment dire, c'est relativement facile pour eux de, en gros, donner des directives dans un groupe privé particulier et en fait on peut se faire virer si on vaccine pas suffisamment, si on recommande pas suffisamment, etc., etc. Dans le système français, je me dis c'est un peu moins facile et donc voilà, je pense que ce sera intéressant à la fin de ce projet de faire un peu un petit bilan sur en fait les enjeux en gros de traduction internationale dans la dans la recherche interventionnelle. Et si tu as des éléments dès maintenant où tu vois qu'il y aura des différences, tu pressens qu'il y a des différences, je serais très intéressé de t'entendre là-dessus. Pour terminer, parce que je vais quand même surtout entendre les questions des autres, puis s'il le faut, j'aurai d'autres questions derrière. Un point de détail, mais vraiment un détail. À un moment, donc justement sur la mise en place d'un des éléments d'intervention, je crois que c'est VaxiBaby, donc enfin, le projet, il est fait avec pas mal de sites, et en fait, t'en perds. Et tu me dis que justement, ça vient un peu des enjeux de la recherche post-Covid. Moi, ça m'intéresse énormément. En fait, bah, tu vois, ça m'intéresse énormément. Je pense que ça intéresse particulièrement, en tout cas, les personnes impliquées dans l'organisation du réseau SHS vaccination, parce qu'en gros, on a vu que c'était un moment où, en fait, il y a plein de personnes qui sont intéressées par la vaccination, mais on a aussi vu, en gros, des collaborations se faire, se défaire, etc. Je pense que ça a été un moment de stress très important pour la recherche sur la vaccination, avec à la fois du développement de plein d'initiatives, mais on a aussi vu beaucoup de personnes quasiment quitter le monde de la recherche, etc., etc. Donc, ouais, je voudrais juste t'entendre là-dessus enfin, justement, est-ce que tu peux nous dire quelles sont, bah, justement, enfin, c'est les raisons qui expliquent justement cette déperdition de la mobilisation et les enjeux qu'on voit aujourd'hui dans le déploiement de ce type de recherche-là en contexte post-Covid. Voilà. Ok. Merci. Et Alors, merci à je vais nouveau commencer. ouais, Alors, pour cette vas-y, vas-y. Non, merci, je disais juste Euh, merci pour la d'accord. présentation. Donc, pour la première question, effectivement, ça pourrait paraître un peu presque schizophrène de se dire je vais essayer de mettre des vaccins à la maternité, alors que finalement, je montre que mes sages-femmes vaccinent ou sont moins enclines à vacciner que mes gynéco-obstétriques, obstétriciens ou mes médecins généralistes qui voient finalement moins ces femmes enceintes. Alors, c'est une référence, c'est-à-dire que la référence, elles sont effectivement à peut-être que 40% d'entre elles de moins recommanderaient que les médecins ou les gynécologues obstétriciens. Et donc, la référence est quand même globalement à des comportements très positifs. Donc, c'est pas le fait que enfin, je pense que quand même une majorité de sages-femmes recommandent, et notamment si elles ont bien compris. Si la vaccination coqueluche a aussi bien fonctionné après ce contexte épidémique, c'est notamment grâce à leur investissement à elles. Donc, je pense qu'il y a vraiment un enjeu, et ce qu'on voit pour elles, c'est un enjeu de connaissance, et comme elles sont pas suffisamment bien formées, et qu'elles ont donc finalement un peu peur et que bah, pour un professionnel de santé,
être en face de patientes hésitantes, c'est un enjeu. Et finalement, quand le professionnel de santé est pas suffisamment connaisseur et confiant dans sa capacité à répondre, il va donner une réponse très simple qui est je ne sais pas, qui globalement, pour la patiente qui potentiellement l'aurait interrogé avec des doutes, est une fin de non-recevoir en disant bah, puisqu'il ne sait pas, il ne faut pas le faire. Je prends un exemple notamment qui est dans un autre contexte. On a interrogé dans le cadre de la cohorte Esperes en Cali des professionnels de santé de tous bords, de la direction des hôpitaux comme jusqu'à l'aide-soignante. Et ce qui ressort un petit peu, et l'image que je garderai de ça, c'est que quand tu fais la visite le matin dans le service et que tu es le grand professeur de maladies infectieuses et que tu demandes aux patients de se faire vacciner, ils vont dire oui, oui, docteur, mais que derrière, schématiquement, le professionnel de santé qui va rentrer le plus souvent dans la chambre, qui va venir s'occuper au plus près, ben, 10 minutes après, le patient va aller demander à l'infirmière ou à l'aide-soignante ce qu'elle en pense. Et certaines nous ont fait la réponse en disant, ouh là là, moi, j'ai surtout rien répondu parce que la vaccination Covid et la vaccination, c'est un sujet touchy. Donc, même si je suis complètement favorable à la vaccination, eh ben, j'ai préféré dire je sais pas trop. Et en fait, finalement, à l'échelle du patient, la parole du professeur de médecine qui est passé en disant vous penserez bien à vous faire vacciner Covid à la sortie de votre hospitalisation, eh ben, il fait pas la différence. Il va pas considérer, et c'est plutôt bien d'ailleurs et rassurant sur notre pratique, que c'est une parole plus importante à ses yeux que celle de l'infirmière ou de l'aide-soignant qui elle lui a dit je ne sais pas. Et donc malheureusement, il va quitter le service en ayant vu plus de je ne sais pas que de gens qui lui ont recommandé de manière un peu présomptive d'ailleurs qu'il fallait se faire recommander Covid. Donc, je pense que chez les sages-femmes, il y a un véritable enjeu et on le voit dans la participation, dans les premières questions qu'on leur a posées pour participer à un essai clinique vaccinal. Il y en a beaucoup qui sont convaincus qu'effectivement, elles ne pourront pas prescrire un vaccin si elles n'ont pas de données d'essai clinique, mais à l'inverse, on voit le lien que si elles n'ont absolument pas de connaissances, elles ne vont pas non plus proposer aux femmes enceintes de participer. Donc, Hmm. à mon avis, il y a un enjeu quand même majeur qui est un enjeu de connaissances parce que je ne suis pas sûre que les sages-femmes soient quand même au même niveau dans le gradient, donc quand on avait fait justement dans Esperes ou même dans les enquêtes du GRS pour la vaccination Covid, il me semble quand même que les sages-femmes étaient un peu moins résistantes que les infirmiers. Mais ça reste à revoir. Euh, je- pour la deuxième question, je te rejoins complètement et notamment dans les qu'on peut pas répliquer le modèle américain et notamment la fixe. Bah, comme tu le disais très bien, le système américain il est fait pour que de la fixe fonctionne. Euh, C'est-à-dire que globalement, ils vont avoir l'impression que la sanction va tomber et c'est quelque chose qui va être moteur. Chez nous, ça va être l'inverse. Si la sanction risque de tomber, autant dire qu'on va perdre tout le monde. Voilà. Il y a un véritable enjeu aussi qui est, maintenant, ça va un peu mieux dans les dossiers d'obstétrique, mais qui est le recueil du statut vaccinal de la femme enceinte. Il y a ça aussi, c'est que ben, dans les grosses maternités, c'est aussi une problématique, elles arrivent finalement à la première visite à la maternité très tardivement. Donc, elles auraient déjà dû être vaccinées avant. Et comment je récupère les données, et ça c'est vrai pour toute la vaccination, on en a beaucoup parlé du DMP, du carnet de vaccination électronique d'ores et déjà, et c'est encore pas parfait. Comment elles vont pouvoir récupérer ces données d'information? Et peut-être qu'il y a quand même un enjeu aussi à simplifier le recueil de ces infos-là pour savoir à l'échelle. Voilà. Donc c'est très clair que ce qui va être intéressant dans Vaxi Baby, et j'espère qu'on va pouvoir le mener à bien, c'est vraiment de savoir ce que les professionnels de santé et les mamans vont vouloir utiliser et à quel point, surtout, et il va y avoir tout un volet d'évaluation de l'implémentation de l'intervention. Elles vont pouvoir, parce que des fois, on va construire des supports qui seront finalement jamais utilisés parce qu'ils seront complètement pas adaptés. Et l'une des problématiques, et qui rejoint un peu ta dernière question sur le retrait des centres, c'est plus une problématique de ressources humaines alors qu'on ne va pas demander qu'il va y avoir du temps d'attachés de recherche clinique dans les centres pour aller collecter les données de couverture vaccinale, faire passer les questionnaires aux femmes enceintes. Et ben voilà, il y a beaucoup de professionnels de santé qui ont quitté les unités de soins en post-Covid. La démographie médicale, bien que censée s'améliorer parce qu'on forme de plus en plus d'étudiants, mais on n'en est pas encore à ce que ce soit une réalité sur le terrain. Et donc, très clairement, le retrait, c'est ben, j'ai plus de médecins dans ma maternité. Donc, effectivement, c'est pour ça aussi
que les CHU, bah déjà, il y a il y a une acculturation à la recherche qui est plus importante. Et puis surtout, c'est quand même là qui, bien que ce soit tendu, les effectifs restent les plus importants. Donc, la réalité, c'est essentiellement ça sur le retrait des centres. Et à l'inverse, pour recruter des nouveaux centres, eh ben, il y a, ah non, mais oui, mais ton critère principal de jugement, c'est la coqueluche. Et puis, regarde, moi, je suis déjà montée à 80% de taux de couverture vaccinale coqueluche. Donc, m'investir dans un projet de recherche alors que moi, je suis déjà très bon, voilà. Mais peut-être qu'en leur montrant les cartes, en disant, bah, toi, tu es peut-être très bon, c'est très bien. Et moi, je le suis moins bien. Et justement, il faut qu'on trouve quelque chose qui réponde aux attentes de tout le monde. Bah, fais-nous partager ton expérience, quoi. On a une question dans le chat, je me permets juste de prendre la parole puisque quelqu'un dont le micro ne fonctionne pas qui voudrait qu'on explicite affix modèle, l'affix modèle si c'était possible. Alors, la fixe modèle, c'était, je peux revenir sur la slide sur la fixe, c'est l'acronyme hop, mince, je suis passée trop vite, de l'assessment, donc c'est-à-dire vraiment la mesure de la couverture vaccinale, du feedback, c'est-à-dire que chaque maternité ou chaque praticien reçoit le taux de couverture vaccinale coqueluche, grippe, Covid des femmes enceintes qu'il suit là-bas. Et ensuite, on va quasiment alors, dans les incentives, hein, c'est quasiment du monétaire, hein, c'est-à-dire que si on arrive à faire remonter le taux de couverture vaccinale, bah, on sera valorisé, même financièrement, en dollars sonnants et trébuchants. Et ensuite, bah, l'exchange, c'est sur le fait de faire remonter les informations et de savoir finalement qu'est-ce qu'on a réussi à mettre en place pour pouvoir remonter tout ça. Et souvent, ces affixes ont un premier renseignement, un premier résultat, c'est qu'enfin, ils arrivent à recueillir fidèlement les taux de couverture vaccinale de leurs patientes. Merci beaucoup. Je crois que Gilles Berfort avait levé la main en premier. Ensuite, ce sera Hugo. Voilà. Oui, euh, oui, bonjour à tous. Le micro marche, je pense. Moi, j'avais une question, parce qu'on parle un peu des USA dans les papiers, euh, concernant le futur. Parce que depuis 6 mois, Robert Kennedy a fait une grande campagne contre les vaccins chez la femme enceinte, en particulier le Covid-19, et que ça apparaît visiblement de plus en plus avec des informations sur les réseaux sociaux dans le domaine. Qu'est-ce qu'on peut imaginer pour la suite, en particulier aux USA, vis-à-vis de la politique vaccinale? Bon, il y a les papiers, ils sont pas encore sortis. Je pense qu'il y a avoir des gens qui doivent commencer à étudier, mais c'est pas très rassurant. Donc, j'aimerais bien avoir l'avis des personnes présentes sur le sujet. Bah, merci de la question. De toute façon, on a déjà un premier résultat, hein. C'est l'épidémie de rougeole qui sévit aux États-Unis, alors qu'on avait un pays qui, il n'y a pas si longtemps que ça, était quasiment indemne Bah oui, c'est bien réparti au Canada, au Mexique aussi. Oui. de cette pathologie. Donc, visiblement, et on sait très bien que quand on a des épidémies, c'est que notre taux de couverture vaccinale a d'ores et déjà bien diminué. Après, il ne faut pas qu'il diminue beaucoup pour ce qui est de la rougeole, mais en tout cas, c'est le premier signal inquiétant du recul de la vaccination aux États-Unis. Euh, je, on est forcément particulièrement préoccupé. En plus, quand on voit que finalement, il n'y a pas que la vaccination, puisqu'il ne faut pas non plus prendre du paracétamol pendant la grossesse, qui est l'un des rares Oui, médicaments pour lequel on a quand même un recul historique. oui, ben, Euh, ce que ça donne l'autisme, la vaccination et, voilà. et le Et, Tylenol, les deux. on peut être que préoccupé et effectivement, peut-être que l'avantage, c'est que les chercheurs américains, si un jour ils ont le droit de retravailler bien correctement, bah, ils pourront refaire des essais interventionnels et peut-être enfin montrer Oui, avec ça des va être effectifs de patientes un joli du même modèle acabit que expérimental, leurs oui. interventions sont efficaces. Voilà. Mais non, non, la situation. Et puis le problème, c'est que là, la semaine dernière, je parlais aux entretiens de la Fondation de Garches sur vaccination et handicap, et justement sur la partie un peu hésitation vaccinale. Et finalement, je me suis rendu compte parce que dans la salle, il y avait différents types de handicap. Et j'ai regardé un petit peu, il y a peu de données sur l'hésitation vaccinale chez les personnes handicapées, mais on a l'impression qu'il y a deux mondes, deux salles, deux ambiances, entre guillemets. Il y a les victimes de la polio
qui globalement sont les gens dont on voit très bien l'historique, l'arrivée de la vaccination comme un espoir. Comme dirait Jonas Salk, quand on lui a demandé si on pouvait breveter le vaccin contre la polio, il dit on ne peut Oui. pas breveter le soleil, hein. Donc c'est quand même voilà. Et effectivement, les gens qui ont un handicap, il y a des troubles du spectre autistique ou même des pathologies type myopathie ou choses comme ça, qui là tout de suite disent ah bah oui, mais l'autisme et la vaccination. Et donc c'est clair qu'il va y avoir un impact, même chez nous, alors qu'on essaye de faire beaucoup d'efforts, des annonces aux États-Unis. Surtout sur des pathologies dont on ne connaît pas bien et à quoi elles sont dues, quoi, hein. Les pathologies démyélinisante, si elles font l'objet, c'est que même si on a des pistes, même infectieuses pour les expliquer, si elles font l'objet je dirais, de mythes, c'est parce qu'on les explique pas bien et les troubles du spectre autistique non plus. Donc, résultat, c'est assez facile d'incriminer la vaccination. Profite grossièrement de mon statut de passeur de parole pour l'apprendre. Je pense que ça, c'est un sujet sur lequel on peut discuter vraiment très longtemps. Et d'ailleurs, je pense que ce serait bien qu'on en discute davantage en France, hein, parce que en fait, on est en partie confronté à au moins certains risques similaires. Je pense que là-dessus, il faut aussi beaucoup insister sur les risques institutionnels. C'est-à-dire que Kennedy, c'est pas juste de la désinformation. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est casser la recherche sur la vaccination et définancer le CDC. Ça va jouer à la fois sur la surveillance des épidémies. Donc, par exemple, la capacité à détecter un virus comme le Covid, la capacité à rendre, comment dire, réel et palpable le risque d'une maladie comme la grippe, etc. Ce sont des dispositifs, les dispositifs qui nous permettent de faire ça, ils ont été construits dans le temps, sur un temps long, avec un investissement très fort de l'État. Voilà, là, on est dans un contexte dans lequel comment dire, la rigueur budgétaire impose de faire des choix. Et en fait, c'est des formes de politisation de la vaccination en sous-main, en faisant en quelque sorte, en cassant le thermomètre. Par exemple, et on voit déjà une certaine diffusion de cela. Si vous voyez, si vous regardez récemment, vous avez le gouvernement italien qui a voulu changer la composition de son organe d'expertise de la vaccination en intégrant des critiques des vaccins dedans. Alors il y a eu comment dire, un pushback très gros de la communauté, donc en fait ils ont dissous le comité, je sais plus où on en est maintenant, mais voilà. Je pense que vraiment, il faut vraiment pas oublier l'impact que ça a via les dispositifs institutionnels, ce qui est imaginable pour les gouvernements potentiellement défavorables au vaccin lorsqu'ils arrivent, etc., etc. Hugo, tu avais une question, je te passe la parole. Et j'incite tout le monde, enfin les autres, à lever la main pour poser d'autres questions derrière. Oui, mais bah, c'est un peu dans la continuité de ce que Jérémy a commencé à expliciter. Merci beaucoup déjà pour la présentation, c'était vraiment super intéressant. Et moi, il y a un truc qui m'a interloqué, c'est qu'à la fin, il y a cette idée qu'il n'est pas possible de vacciner à l'hôpital parce que les vaccins sont pas pris en charge quand ils sont à l'hôpital. Et la première chose, c'est, enfin, déjà, je voulais savoir pourquoi. Première question simple, pourquoi? Et tu disais que vous essayez de travailler là-dessus. Est-ce que c'est simplement une question budgétaire ou est-ce qu'il y a aussi des enjeux? Je pose la question parce que je sais que c'est un enjeu en ce moment, par exemple de disputes entre différentes institutions ou professionnels. Par exemple, je sais que on travaille beaucoup dessus avec Anaïs qui est aussi dans le chat, mais l'ouverture de la vaccination aux pharmaciens, par exemple, a posé des histoires de conflits entre professionnels. Donc, est-ce qu'il y a aussi des choses de cet ordre-là? Et puis, enfin là, c'est plus généralement une réflexion, mais on voit très bien comment ce non-remboursement, cette non-prise en charge peut avoir des effets directs sur le taux de couverture, parce que il suffit que même des femmes très pro-vaccin ne peuvent pas le prendre le temps d'aller le faire ailleurs alors qu'elles auraient pu le faire directement. Mais on voit aussi comment ça peut peser, y compris sur l'hésitation vaccinale, parce que c'est pas la même chose de prendre le temps d'aller se faire vacciner toute seule. Et puis si on est directement, nous par exemple, on a fait des entretiens avec des infirmières en MSP, en maison de santé pluriprofessionnelle, où c'est des gens qui ont du temps avec les patients et qui arrivent comme ça à convaincre, à jouer sur le fait, bon bah voilà, on prend une heure et puis il y a le médecin à côté, vous voulez pas qu'on aille se faire vacciner, on peut lui demander son avis, ça joue aussi là-dessus. Donc première interrogation là-dessus. Et puis l'autre, c'était plutôt une réflexion qui m'a intéressé quand tu disais que les sages-femmes
avait par exemple tendance à répondre ne sais pas, ne sais pas, je ne sais pas, moi j'ai pas d'avis, en gros je sais pas, je veux pas mouiller quand les patientes leur demandaient ce qu'elles pensaient de la vaccination. Et je trouvais ça intéressant parce que ça contraste un peu avec ce que Anaïs et moi on a observé, non pas auprès des sages-femmes mais auprès des infirmières, auprès qui on a fait beaucoup d'entretiens qualitatifs, une quarantaine d'entretiens avec des gens à l'hôpital en libéral. Et nous on avait plutôt un discours un peu différent. Là je parle vraiment des infirmières qui se disent pro-vaccin, qui n'ont pas de problème avec le vaccin, etc. Donc, y compris le recommandent aux patients. Mais elles avaient plutôt un discours, quand on leur demandait, par exemple, mais comment vous faites par rapport aux vaccins, aux patients un peu hésitants, comment vous faites pour les convaincre, systématiquement, on se heurtait à une réponse qui est, ah non, non, mais moi, j'essaye pas de convaincre, je leur donne les informations et après, c'est à eux ou à elles de se faire leur propre opinion. Et avec là, pour le coup, une vraie différence avec les médecins, qui est que c'est les médecins, en gros, qui essayent de convaincre, qui saoulent un peu les patients, etc. Et les infirmières sont plus là dans un rôle d'écoute, mais c'est quand même pas tout à fait la même chose que je donne pas mon avis. On était sur je donne mon avis, mais je suis pas là pour les pousser. Donc ça m'interroge aussi. À la fois, c'est pas les mêmes types de professionnels, mais c'est pas non plus les mêmes types de publics. Et peut-être qu'il y a une appréhension plus spécifique à donner son avis et même à essayer de convaincre ou même simplement d'inciter auprès de femmes enceintes où il y a d'autres enjeux que nous, on a interrogé des infirmières qui avaient peu à faire à des femmes enceintes. Donc il y a aussi cette question à la fois des professionnels de santé, mais de quelles sont les patientes. Voilà, merci. Et merci encore pour la présentation. Vraiment, c'était très, très riche. Alors, effectivement, le frein, c'est un frein juste légal, qui est que le vaccin n'est pas remboursé par l'assurance maladie quand il est administré à l'hôpital. Donc, si le vaccin sort de la pharmacie de l'hôpital, c'est l'hôpital qui le paye. Donc, globalement, alors je ne crois pas que ce soit un historique lié à des guerres de clochers en disant qu'il faut que la vaccination soit achetée en pharmacie de ville, puis injectée par le médecin traitant et compagnie. Mais c'est un frein légal. Donc, en fait, on a, avec l'assurance maladie, et donc, nous, on a fait des dispositifs de convention spécifiques avec nos caisses primaires. Donc, notre CHU dépend de la caisse primaire de la Loire. On a conventionné en 2020 avec la CPAM de la Loire. C'est Elisabeth Botello-Nevers qui a conduit ce gros travail pour pouvoir, chez les patients chroniques, notamment en affection longue durée, les vacciner. Parce que le patient, par exemple, dialysé chronique, qui vient 3 fois par semaine en centre lourd de dialyse au CHU de Saint-Étienne, devrait aller à la pharmacie chercher son vaccin et faire vacciner par son médecin traitant. Ça devient du délire alors qu'il croise un infirmier pendant 4 heures, 3 fois par semaine, et un médecin au moins 1 fois par semaine en centre lourd de dialyse, quoi. Donc, effectivement, on marche un peu sur la tête en termes d'opportunités. Donc ça a fonctionné. Le problème, c'est comment on l'implémente, parce que, notamment, encore hier, une collègue a voulu, à la consultation dans le service de maladies infectieuses, prescrire un Shingrix, donc un vaccin Zona, à 130 € l'injection. La préparatrice à pharmacie, alors qu'on a 100 vaccins qui vont peut-être périmer à la pharmacie, lui a dit, ah bah non, parce que vous comprenez, l'hôpital va le payer. Alors que non, il est concerné par la LD et compagnie. Donc, c'est aussi comment on réussit 5 ans plus tard à continuer à faire de la pédagogie. Alors, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Voilà. Donc, effectivement, il faudrait un vrai dispositif national. C'est un sujet qui est porté par le Conseil national professionnel de maladies infectieuses. Il y a eu une proposition d'amendement au PFLSS, mais qui n'est pas allé bien loin pour effectivement permettre le remboursement des vaccins administrés à l'hôpital. Et puis, tu as une autre problématique aussi. Moi, par exemple, j'ai fait, grâce à la convention de la vaccination HPV hors les murs, aux étudiants de l'université. Ils ont tous reçu, parce que l'hôpital, lui, ne se fait prendre en charge directement par l'assurance maladie que 65% du vaccin. Et ils ont tous reçu la facture des 35% restants. Et quand ils ont voulu se faire rembourser par leur mutuelle, les mutuelles ont répondu, on n'était pas au courant qu'il y avait une convention entre le CHU et l'assurance maladie, donc on ne vous rembourse pas. Donc, effectivement, c'est vraiment un frein, on va dire, bureaucratique dans cette histoire. Je pense, alors, moi, j'ai pas fait de recherche là-dessus spécifiquement. Je pense quand même que la guerre de clocher de la facilitation d'accès et de l'opportunité, pharmacien, médecin et tout ça sur la guéguerre de qui vaccine, à mon avis, c'est quand même un petit peu amélioré, surtout sur un point. C'est parce que les pharmaciens, quand ils ont commencé notamment en Auvergne-Rhône-Alpes, et nous on est très proche d'Olivier Rosaire, qui est le président de l'URPS régional des pharmaciens et qui est l'un des premiers pharmaciens à avoir porté ça,
c'est qu'en fait, ils n'avaient pas vraiment intégré un truc. C'est qu'avant la pandémie de Covid, les gens qui se faire vacciner chez eux, bah, c'était ceux qui venaient chercher leur vaccin et qui préféraient se le voir tout de suite injecté, qui n'allaient pas chez le médecin, circuit court, finalement, étaient des non-hésitants. Ils rentraient dans la pharmacie pour ça. Et le Covid-19, ça leur a fait découvrir ceux qui rentraient dans la pharmacie à reculons parce qu'ils voulaient absolument avoir leur passe sanitaire. Donc, ils voyaient finalement que des gens qui n'étaient pas vraiment hésitants vaccinaux, mais qui voyaient la facilité de se faire vacciner. Et ils ont découvert ce à quoi les médecins se heurtaient régulièrement, c'est-à-dire la nécessité de ce dialogue important avec les patients, tout ça. Donc, voilà, c'est un frein législatif qu'on essaye de faire lever. Je crois que Marguerite Cazeneuve avait annoncé qu'on essayerait de travailler ça avec l'assurance maladie, mais bah, c'est pas encore fait pour 2025. Et puis, bah, on va dire que l'état de la situation politique et gouvernementale fait que c'est pas propice à ce qu'il y ait des réformes ou des petits ajustements de la loi pour ce genre de choses en ce moment. Concernant les professionnels, le je ne sais pas, pour être plus clair, c'est pas des données chez les femmes enceintes et les sages-femmes, c'est des données hospitalières dans le cadre de la cohorte Esperes de ceux qui avaient essayé, D'accord. accepté de participer à des entretiens. Et par contre, ça ne s'applique vraiment qu'au champ du vaccin Covid. Mhm. Donc peut-être que le côté je ne sais pas, j'ai pas envie, il est pas très loin du. De toute façon, moi je cherche pas à convaincre, je lui donne des éléments des éléments factuels. Et peut-être qu'effectivement, on voit bien dans les et c'est Daniel Evibrul qui une fois nous le disait bah, Jérémy, je pense que tu y étais au groupe de travail euh, sur le VRS de la NRS et mieux qui disait mais en fait effectivement en France on n'a jamais testé le côté communication présomptive parce qu'en fait on a une grande majorité des gens qui se posent pas de questions. Moi je le vois maintenant qu'on a les vaccins dans le frigo à la consultation pour nos patients en ALD. Bon en fait c'est la période de la vaccination grippe, on est OK, on fait le vaccin. Ah ouais, les docteurs, on y va. Hein. Et donc, en fait, ils partent tous de la consultation avec le vaccin et il y a pas eu 25 minutes de conversation, quoi. C'est que globalement, ah bah, pourtant, je ne l'ai jamais fait. Moi, j'en ai encore vacciné mardi, deux qui n'avaient jamais été vaccinés contre la grippe en leur disant, mais vous savez, se faire vacciner contre la grippe, ça réduit le risque de faire un infarctus du myocarde. Donc, c'est quand même pas mal. Et ah bah oui, docteur, si vous avez le vaccin là, on le fait. Probablement que le vaccin, il n'aurait pas été dans le frigo de l'autre côté de la porte. Ouais. Ouais, bien Le sûr. vaccin n'aurait pas été fait. Mhm. Finalement. Donc ça c'est un élément peut-être très clair où il faut. Alors on oublie beaucoup maintenant dans les études en santé à vraiment beaucoup demander le consentement du patient. Ça va peut-être faire rire un peu Gilbert et tout ça, mais maintenant les étudiants en médecine, quand on fait des simulations où ils doivent aller masser et ben il y en a certains qui demandent le consentement aux patients en arrêt cardiaque, aux mannequins s'ils peuvent le masser quoi. Euh, donc finalement, on est très loin de cette communication présomptive dans la formation des étudiants en santé. Et peut-être quand même qu'il y a une majorité des gens pour lesquels bah, ils font confiance envers leur médecin et on voit bien cet aspect de confiance. Si le médecin ou la sage-femme, elle dit bah, aujourd'hui on se fait vacciner contre la coqueluche, ils sont vaccinés quoi. Et je suis pas sûre que ça soulève tant de réactance non plus, d'être un peu pas directif, mais d'être très clair dans ses bottes quoi. Merci Merci. beaucoup. Ouais. Alors, je crois qu'on a Léo Donzel Godino qui a levé la main et ensuite on aura Jérôme Gaillaguet. Bonjour, oui, merci beaucoup de me donner la parole. Merci beaucoup pour votre présentation, c'était très très intéressant. Je voulais compléter une réponse parce que Saint-Étienne a été le travail de Saint-Étienne sur les conventions a été un exemple pour moi l'année dernière. Et ensuite, j'ai une question à poser. Moi, je travaillais l'année dernière à l'Institut Bergonié de Bordeaux, le centre anti-cancer de lutte contre le cancer de Bordeaux, où on essaie de développer une convention, on essayait de développer une convention identique à ce que faisait Saint-Étienne pour pouvoir vacciner nos patients immunodéprimés au sein du CHU. Et c'était une discussion à trois bandes avec l'ARS qui voulait financer un centre de vaccination régional pour vacciner des immunodéprimés, la CPM qui, elle, était intéressée à ce qu'on vaccine plus de monde, et l'Institut. Et alors,
rien n'est possible en fait. Ça n'a pas marché du tout parce que rien n'était possible légalement. Un centre de vaccination, c'est très cadré par la loi, c'est un truc très particulier. Il y en a un par région, un par département. Enfin bon, il y en avait déjà un dans le département, donc on peut pas s'appeler centre de vaccination. Donc il fallait plutôt parler de consultation, de prévention des maladies infectieuses. Enfin voilà, il y avait tout un truc d'estimer la population qui allait être concernée. On voulait qu'on vaccine des personnes qui n'étaient pas de notre hôpital parce que nous, on aurait le droit de vacciner, donc faire venir du CHU de la même ville les patients immunodéprimés dans notre établissement pour les vacciner au début, ce qui est complètement ridicule. Pourquoi pas le CHU pouvait directement prendre ce truc-là? Et en fait, on a mis, ça faisait, moi j'étais au CHU avant, je suis passé à Bergonier, ça faisait déjà 2 ans qu'on discutait de ça au CHU. À Bergonier, on a rediscuté pendant un an, et bah, moi, mon poste qui était financé sur l'idée de construire ce centre de vaccination-là, c'est fini en juin dernier parce que ça n'a pas pu aller plus loin et c'est reparti sur un an de discussion. Donc pour vous dire qu'on savait et on avait l'exemple de Saint-Étienne qui était, je pense, qui était montré comme l'un des plus avancés sur ces questions de remboursement des vaccins pour nous en France, quoi. Donc c'était ou avec Pau, je crois qu'il y avait aussi quelque chose. Mais vraiment, c'était une complexité affolante, quoi. Et ça bloquait et ça bloquait toutes nos possibilités d'action, même chez les personnes cancéreuses, même chez des gens qu'on pouvait voir en consultation et essayer de prendre le temps de. Enfin bon, voilà. Donc, donc je suis content de rencontrer que vous voir d'un autre côté que juste savoir les contrats que vous avez faits. Non, je voulais poser une question sur l'étude. Déjà, c'était savoir les 4 centres de CHU qui allaient être inclus dans la vaccination, dans l'étude Baby, Vaxi Baby. Et aussi, bah, je me disais que vous étiez déçu que ce soit des grands centres de CHU, mais pour moi, c'est ces centres-là qui ont souvent les personnes les plus, comment ça s'appelle, qui reçoivent souvent les personnes les plus précaires par rapport à d'autres maternités qui sont de niveau 1 ou 2 ou des maternités privées. Le fait que ce soit des grosses maternités du public et qui sont obligés d'accueillir un peu tout le monde, ont potentiellement les publics les plus précaires et sont les endroits les plus pressurisés. Donc, quelque part, pour tester votre étude, je me dis que c'est peut-être l'endroit le plus challengeant pour avoir le plus de freins et autres. Et ma deuxième, et donc savoir si, enfin voilà, c'était une réflexion que je me faisais. Et la deuxième question, c'était le COM-B. Vous avez choisi ce modèle-là pour l'utiliser. Euh, c'est quand même un modèle qui, de mon souvenir, ça fait longtemps que je ne l'ai pas regardé, mais qui est quand même un peu âgé maintenant. Est-ce qu'il n'y a pas des modèles plus récents sur justement les changements de comportement en matière de vaccination ou autre? Je sais qu'il y a des gens qui avaient regardé les Prochaska di Clemente, mais qui est aussi vieux, adapté à la vaccination, ou d'autres qui étaient passés encore par d'autres choses. Mais je me posais la question s'il n'y avait pas des modèles plus récents de théorie du comportement dans la vaccination qui pouvaient être utilisés que enfin plus précis peut-être aussi. Parce que je sais que le COMB, quand même, il a quand même une tendance à rajouter sur la décision individuelle d'accepter ou pas. Et des fois, il met un peu de côté aussi les contextes autour, une partie du contexte de la situation autour. Et donc, si on n'a pas une situation favorable, on peut mettre ce qu'on veut dans le COMB. À la fin, le changement de décision, il va être marginal. Enfin, de mon souvenir dessus. Voilà. Merci beaucoup. Ok. Alors, pour revenir juste un peu sur le premier point qui n'est pas une question mais une observation, en fait, nous, on n'a pas monté de centre de vaccination spécifique. En fait, notre PUI met à disposition pharmacie à usage intérieur pour les non professionnels de santé des vaccins pour les services prenant en charge des patients immunodéprimés ou en ALD. Et donc, ils les ont. Et ils n'ont plus qu'à faire remonter l'ordonnance à la pharmacie pour que ce soit mis dans un fichier Excel envoyé à l'assurance maladie pour le remboursement directement au CHU. Donc c'est peut-être ça parce qu'effectivement le dispositif centre de vaccination, bah, c'est vraiment très figé et nous notamment, en tout cas, nous ne sommes pas nous sommes centre de vaccination international, mais absolument pas centre de vaccination tout venant. C'est souvent d'ailleurs des fonctions qui reviennent au conseil général ou même aux municipalités de mettre en place ces centres de vaccination, donc ça complexifie. Pourquoi le COMB? Alors c'est tout simple, parce que alors je suis pas psychologue et donc les modèles de changement de comportement je les maîtrise pas tous. Ça, mais c'est celui qui a été repris en 2021 comme étant relativement simple dans le Tailoring Immunization Programme de l'OMS. Et donc en plus à destination de l'Europe, donc ça me paraissait assez logique de nous caler là-dessus.
Alors nous, à l'inverse, comme on va avoir quand même une grosse évaluation de l'implémentation, je pense que les facteurs contextuels et éventuellement modificateurs vont être colligés quand même un petit peu au fil de l'eau et ils impactent forcément le comportement vis-à-vis de la vaccination. Voilà, je n'irai pas sur dire quels sont les modèles les plus performants et tout ça, parce que c'est pas quelque chose que j'ai malheureusement regardé, et puis c'est pas forcément mon champ d'action. J'ai envie de dire que le COMB, moi, il me va bien parce que c'est mon côté clinicien. Et c'est mon côté finalement un peu presque binaire qui ressort de faire rentrer dans les cases tel ou tel type d'intervention ou d'outil pour savoir s'il renforce les capacités, crée des opportunités ou motive. Voilà. Donc malheureusement, je ne pourrais pas répondre à cette question. En tout cas, dans la revue de la littérature qu'on a faite des interventions chez les femmes enceintes, on n'a pas vraiment trouvé beaucoup d'études qui utilisent d'ailleurs un cadre conceptuel ou du moins qui le déclarent utiliser un cadre conceptuel. Et ça, c'est un élément vraiment important, je pense. C'est que déjà, c'est de savoir ce qu'on fait. Et beaucoup d'études, en fait, finalement, montrent des interventions sans vraiment savoir sur quel levier elles vont s'implémenter. Merci beaucoup. Et donc, Jérôme, et ensuite, on aura peut-être le temps pour une dernière question. Est-ce que quelqu'un d'autre veut se porter volontaire? Vas-y, Jérôme, juste Ouais, signalez-vous ça dans marche. le chat. Je Levez la vais main. baisser ma main parce que je commence à avoir mal au bras. Voilà. Oui, donc j'avais posé une question pour rebondir à ce qu'avait dit Gilbert Faure tout à l'heure, mais j'ai répondu sans faire exprès en message direct à Jérémy. Et voilà. Et donc oui, je me demandais par rapport à l'élection de Kennedy, c'est vrai que ça pose pas mal de questions, la manière dont ce qui se passe aux États-Unis peut influer sur le contexte français, d'autant que on a eu pas mal de, enfin, on a eu de nouveaux acteurs depuis la pandémie qui ont un peu phagocyté les controverses vaccinales. Et moi, je me demande si on peut pas faire l'hypothèse. Enfin, déjà, comme tu disais, Jérémy, je pense que le premier impact aux États-Unis, il est peut-être plus à regarder du côté de ce que ça fait aux institutions que ce que ça fait au niveau des attitudes vaccinales. Je pense que ça serait intéressant de voir dans quelle mesure ça impacte les décisions ou les représentations de la population générale sur la vaccination. Mais je me demande même si en France, on peut pas faire l'hypothèse que le phagocytage des controverses par une frange complotiste de l'extrême droite, parce que c'est même pas toute l'extrême droite en France qui a investi le sujet des vaccinations, a pas eu plutôt pour effet de faire baisser les hésitations, euh, même si elles ont pu faire augmenter les oppositions radicales. Voilà, mais comme sociologiquement les hésitations c'est plutôt CSP+, et c'est pas forcément marqué à droite, est-ce qu'on peut pas faire l'hypothèse que finalement le fait que ça a été surtout des controverses investies par l'extrême droite alors qu'elles étaient avant en 2020 plutôt investies par la gauche écologiste. Euh, Enfin, si je reprends en tout cas les analyses même de Guillemets euh, sur la manière dont, ouais, depuis les années 70, on a quand même un mouvement anti-vaccin ou hésitant qui est plutôt construit sur le discours un peu anticapitaliste, anti-industrie, écologiste, et donc avec un discours, enfin, des acteurs qui sont de plus en plus marqués par extrême droite complotiste. Donc je me demande si ça a pas pour effet. Je me le demande parce que c'est ce que je vois dans mes entretiens, même si ça n'a pas de valeur représentative. Mais là, moi, de ce que je vois dans mon corpus d'enquêter avec les entretiens que je refais, c'est qu'en fait, j'ai pas mal de profils de personnes qui étaient dans des hésitations, qui en fait sont plus très hésitantes. Et je pense qu'elles se reconnaissent plus dans les discours qui sont portés par les acteurs de la controverse publiquement, quoi. Donc voilà, enfin en fait c'est plutôt pour partager cette hypothèse avec vous. D'ailleurs merci pour la présentation, mais même avec vous tous quoi, de savoir si des gens ont des ont des retours à me faire là-dessus. Alors, je suis pas la plus experte autour de l'écran sur les questions du lien politique et hésitation vaccinale. En tout cas, ce qu'on avait montré un peu en post-Covid dans l'un des papiers qu'on a publié, c'est qu'on a l'impression quand même que le Covid a aussi renforcé les gens, c'est-à-dire que les gens qui étaient confiants ont plutôt gagné en confiance et globalement se disent, alors c'est méthodologiquement on n'était pas parfait, hein, puisque on leur demandait finalement, est-ce que vous vous sentez plus confiant envers les vaccins en général maintenant qu'après?
effectivement, on est très, très confiants, comme en plus, ils ont eu plein d'infos, qu'ils savent tout sur l'immunité collective et tout, ils sont vraiment hyper contents. Et donc, vraiment, ils disent qu'ils sont complètement renforcés. Et à l'inverse, ceux qui étaient déjà très, très hésitants, voire anti-vax, le sont encore plus. Je pense effectivement que c'était ce que soulignait Jérémy tout à l'heure, ce qui est et ce qui va avoir un impact aussi chez nous quelque part, c'est la destruction entre guillemets des institutions. Enfin, je veux dire, nous, quand on avait un topo à faire, euh, quand on faisait sur la vaccination Covid ou même d'autres vaccins, notre premier réflexe était d'aller récupérer les slides de la réunion de la CIP la semaine précédente pour avoir les trucs up-to-date des essais cliniques et tout ça, et les données de sécurité et tout ça avec des trucs très objectifs, très evidence-based medicine, notamment quand il y avait la polémique sur les myocardites post-vaccin ARN. Et avec des trucs très bien faits, hein, voilà. Et donc ça, c'était en France, pour nous, une mine d'or. Premièrement, parce que ils avaient probablement à la cible des moyens en termes de recherche épidémiaux et de surveillance qu'on n'a malheureusement pas. Même si, par exemple, maintenant, on a quand même de la chance depuis le Covid d'avoir Epiphar qui, pas tout à fait en temps réel, mais nous sort quand même des données grâce aux données du SNDS. Et c'est quand même une nouveauté assez up-to-date. Donc finalement, s'il n'y a plus de production de ce type de support, ça va quand même un peu nous impacter, nous. Là, il y a eu une période de shutdown avec un gros message sur PubMed qui est quand même, pour nous médecins, notre base de données de recherche bibliographique quand on cherche un truc, pour nous dire qu'ils étaient plus très sûrs qu'ils étaient up-to-date, quoi. L'absence de surveillance aussi dans les CDC, c'est casser le thermomètre outre-Atlantique et en 2025, comment dire, les frontières sont quand même très limitées et donc c'est à partir du moment où certains grands pays, grandes nations passent le thermomètre de la surveillance épidémiologique, on est tous un petit peu à l'aveugle. Donc ça va forcément avoir un impact. Maintenant, effectivement, j'ai l'impression que la thématique politique ou même lien entre CSP+, enfin entre catégories socio-professionnelles ou même niveau socio-éducatif, hein, parce que longtemps, par exemple, les gens même s'ils sont pas très nombreux, titulaires d'un PhD en France, n'étaient pas forcément les plus. Voilà, il vaut mieux être finalement bac+3, bac+5 que bac+9 en termes d'hésitation vaccinale dans certains de nos résultats. Alors, on est sur des tout petits effectifs, c'est difficile de conclure, mais voilà, je pense quand même que moi, souvent, je commence, quand je parle à des gens qui sont pas experts d'hésitation vaccinale, je commence toujours par le schéma où on voit d'un côté les gens qui sont très pro-vaccin et on peut leur proposer tout et n'importe quoi à quel moment, puis les antivax de leur côté. Et j'explique aux professionnels de santé, en fait, vous vous occupez pas vraiment des antivax et des extrêmes. Ça va représenter moins de 10% de la population. Nous, en tant que professionnels de santé, si déjà je vaccine contre tous les vaccins que je devrais vacciner, la tranche des 10 ans, certains vaccins, machin, j'ai pas confiance en celui-là, il est trop nouveau. J'ai déjà bien relevé mon défi et donc j'ai moins d'impact au quotidien de l'aspect, on va dire, lien avec la politique ou diffusion. Par contre, effectivement, à partir du moment où, quels que soient les extrêmes qui puissent monter en France, mon exercice va être plus compliqué parce que cette population un peu hésitante sera forcément un peu plus influencée par les discours politiques s'ils se multiplient. On est d'accord. Et sur ces considérations d'interface entre le politique et le médical, c'est-à-dire le sweet spot absolu pour un sociologue comme moi et comme d'autres personnes, Franchement, on est d'accord. hmm, on Ah, j'avais va un appel téléphonique. désolé. En tout cas, on va mettre un terme à cette séance. Je voudrais à nouveau remercier infiniment Amandine Gagnon-Brunon d'être venue nous présenter à la fois ses travaux passés et les perspectives pour après. Alors donc, on compte sur toi pour venir nous présenter les résultats de Vaxi Baby Ah, lorsque ça avance. Enfin, lorsque et ça, d'ailleurs, à la d'ailleurs, fin. s'il y a des gens qui travaillent dans des centres où il y a des maternités qui voudraient bien participer, je lance un appel, hein. Vraiment, voilà, si au CHU de Bordeaux, notamment, il y avait des gens, effectivement, c'est un des CHU que j'ai pas approché encore, parce que j'essayais d'approcher des maternités hors CHU, mais au bout d'un moment, il va falloir que je change mon fusil d'épaule. Vraiment, ce serait avec plaisir, parce il faut qu'on arrive à, ne serait-ce parce que l'idée, c'est vraiment de co-construire avec l'ensemble des centres. Donc, il faut qu'on puisse avoir tous les centres avant même de démarrer les phases un peu de diagnostic et de co-création des outils, quoi.